Hello, je suis ravie de vous retrouver. Merci à tous d'être venus si nombreux à cet événement. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à me dire et nous dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites exactement en tant que freelance, que j'imagine qu'il y a beaucoup de métiers qui sont représentés ici. Donc comme ça, en plus, ça nous permet de nous présenter. Je vais vous expliquer comment aujourd'hui réussir en freelance sur la partie organisation, parce qu'effectivement, quand on est freelance, on vend son temps. Donc, c'est hyper important de bien maîtriser cette partie-là. Et l'objectif ici, c'est de vous apprendre tout ce que, en une heure, tout ce que j'ai pu apprendre moi en 10 ans de freelancing, parce que j'étais freelance en même temps que j'étais salariée. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Et aujourd'hui, j'accompagne aussi des freelances. Salut Timothée. Salut, merci beaucoup pour votre présentation responsable administrative, directeur de projet. Ok, super. Alors, évidemment, l'objectif, c'est vraiment de vous aider un maximum. Donc, je vous invite vraiment à être super attentif. Je vais vous donner plein de tips. Et n'hésitez pas à poser des questions dans la partie questions. Je répondrai vraiment à toutes vos questions. Je resterai vraiment jusqu'à la fin pour être sûr que vous repartez tous avec ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur LinkedIn si vous avez des questions qui vous viennent après la conférence. Emmanuel Patry. Je serais ravie d'avoir votre feedback aussi sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Et pour justement me présenter un petit peu, j'ai travaillé très très longtemps dans les médias en tant que social media manager, puis marketing manager pour Europe 1, M6, Golden Moustache pour ceux qui connaissent. Et c'est là que j'ai appris vraiment à créer des offres réseaux sociaux et j'étais aussi freelance en parallèle. Je me suis lancée full time il y a 5 ans. Comme j'avais déjà beaucoup d'expérience, ça a très très vite marché. Et des freelances ont commencé à me demander des conseils. Donc j'ai commencé à donner des conférences gratuites comme celle-ci. Et puis j'ai commencé à créer des formations à la fois sur la partie réseaux sociaux, puis sur la partie vraiment freelancing, marketing, commercialiser son offre, trouver ses clients. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la rencontre de Malte. J'ai aussi beaucoup utilisé Malte à mes débuts. Ça m'a beaucoup servi, notamment pour décrocher des missions. J'ai trouvé des super missions, on pourra en reparler, mais c'est aussi une super plateforme, selon moi, pour développer son activité. Euh, Humoriste freelance, ok. Consultant de marketing, donc tu nous feras des petites blagues. Business analyst, ok. Donc aujourd'hui, on va voir comment profiter de la rentrée pour démarrer du bon pied avec justement une organisation qui fonctionne, les actions concrètes que vous pouvez mettre en place, comment gérer au mieux son temps, comment à la fois bien gérer son temps sur la partie prospection, parce que cette partie-là, elle prend du temps aussi, comment gérer son temps sur la partie délivrer les missions, quels sont les outils que vous pouvez utiliser et comment faire en sorte pour profiter au mieux de sa vie de freelance. D'ailleurs, je serais très intéressée de savoir pourquoi vous êtes lancé en freelance et ce qui vous plaisait justement dans le fait d'être freelance. Généralement, quand on est freelance, on a quand même envie de profiter un petit peu de sa vie perso et du coup, c'est aussi tout l'objectif de pouvoir aussi bien s'organiser pour bien profiter. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le freelancing, c'est en fait un peu freestyle, etc. Mais c'est vrai que plus vous vous organisez, sans non plus être rigide, hein, mais plus vous êtes organisé, plus après c'est facile de bien profiter. Donc, je vais vous livrer un petit peu tous les conseils que j'appliquerai aujourd'hui si je devais redémarrer de zéro. Vraiment tout ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée. Et je vais vous donner aussi des exemples réels de personnes que j'ai accompagnées pour que vous voyez un petit peu tout ce qu'eux ont mis en place. Vous verrez que c'est le plus concret possible. Si vous avez besoin de plus de détails, surtout, les questions sont là pour ça. Vous allez voir aussi différents exemples, différents types d'organisation. Il y a des éléments communs que vous pourrez voir et l'idée c'est que vous puissiez aussi vous inspirer, piquer un petit peu ce qui vous inspire. L'idée c'est pas forcément que vous appliquiez tout ce que je vais vous dire, mais que vous preniez un petit peu ce qui peut vous inspirer et que vous me disiez un petit peu aussi ce qui vous plaît parce que l'organisation c'est quelque chose de très personnel et c'est important aussi que ça vous corresponde à vous, on en reparlera. Et oui, il y aura un replay. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les clés d'une productivité épanouissante, hein, parce que l'idée de la productivité, pour moi, c'est que ce soit à votre service, pas uniquement au service de votre vie professionnelle. Des techniques de gestion du temps, quelles sont les techniques à maîtriser, à apprendre, etc. Quelques outils d'organisation que vous pouvez utiliser, en particulier si vous travaillez avec vos clients en remote, ce qui est le cas de la plupart d'entre vous. Des outils pour gagner du temps et un système d'organisation et un espèce de business plan que j'ai créé pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez vous organiser pour vous épanouir dans votre activité.
Donc maintenant que je vous ai présenté un peu le sommaire, c'est parti. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez recevoir plus de conseils après cet événement, à vous inscrire à ma newsletter. Donc, on vous mettra le petit lien pour recevoir des conseils chaque semaine. Ça vous permettra aussi de rester en phase aussi avec le marché, parce qu'on travaille beaucoup, nous, avec nos freelances et les personnes qu'on accompagne sur tous ces sujets. Alors, première partie, comment justement avoir une productivité épanouissante. Alors, je vais commencer par démarrer sur ce qui fonctionne pas très bien et ce qu'on peut être tenté de faire. Moi aussi, j'ai commis ces erreurs-là, vous inquiétez pas. Quand on démarre ou quand on est dans les premières années, donc la première chose qu'il faut éviter de faire pour gagner du temps, c'est s'éparpiller dans plein de projets et créer en fait de la complexité dans ses missions. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il faut se suradapter à chaque client et faire plein de projets différents, alors qu'au final, plus vous avez des projets similaires, plus en fait finalement vous allez pouvoir structurer les choses. Alors la peur derrière tout ça, c'est généralement la peur de perdre des opportunités ou la peur de s'enfermer dans quelque chose et de s'ennuyer. Mais vous verrez que vous vous ennuierez jamais si vous trouvez des entreprises qui vous inspirent et si vous arrivez à créer des offres vraiment qui vous ressemblent, qui sont uniques, etc. Vous serez au final très très content. Donc essayez vraiment le plus possible de travailler sur des projets similaires, ou en tout cas où vous pouvez vraiment reprendre la structure de l'offre et du mode de livraison et de ne pas aller sur 50 domaines ou secteurs différents, parce que ça va vraiment créer trop de complexité. Il faut savoir que jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà pas mal, vous pouvez avoir un seul client cible, une seule offre et très très bien réussir dans votre activité. La deuxième erreur qu'on peut faire quand on est freelance, et je l'ai fait aussi, c'est s'isoler, ne pas sortir de chez soi, alors que c'est quand même super important de voir du monde de temps en temps. Pas forcément vos clients, mais en tout cas d'autres freelances, d'autres copains, etc. Ou même des gens qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais effectivement, c'est important de ne pas rester seul, parce que si on a tendance à stresser, à angoisser, etc., c'est pas vraiment quelque chose de productif, même si on a l'impression que c'est le cas. La troisième erreur qu'on voit beaucoup, c'est communiquer partout, donc sur LinkedIn, sur Malte, partout, enfin sur toutes les plateformes de freelance possibles, un peu. Alors que la stratégie que je vous invite à adopter, c'est plutôt de choisir une plateforme, par exemple Malte ou LinkedIn ou une autre plateforme, sur laquelle vous allez bien optimiser votre profil, bien communiquer. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez réussir à perfectionner votre profil et perfectionner votre canal d'acquisition. Ça peut être, c'est une plateforme, mais ça peut être aussi des événements, ça peut être en fait une manière que vous allez trouver propre à vous de communiquer, de trouver des clients. Mais essayez de ne pas trop vous disperser, d'avoir une source d'acquisition ou deux max, parce que ça prend énormément de temps de bien le faire. Donc autant être bien organisé, le faire sur une plateforme. Une erreur que je vois beaucoup, c'est aussi s'organiser uniquement en fonction du travail, alors que justement quand on est freelance, ce qui est important aussi, c'est en général, on s'est lancé aussi pour plus de liberté. Donc moi, ce que je fais en début de semaine, c'est vraiment prévoir des activités perso que je vais faire, qui vont être vraiment des choses que j'ai envie de faire et qui sont parfois sur des temps de bureau classiques, entre guillemets. Mais vraiment, vous êtes freelance aussi pour vous. Parfois, quand vous avez des enfants aussi, vous êtes freelance aussi pour pouvoir passer plus de temps avec eux. Donc, c'est important de ne pas se perdre là-dedans. Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Ce qui est à éviter aussi, c'est d'essayer de cumuler les hacks de productivité. Donc, toutes les petits. Alors, il y a des techniques, je vais vous en parler, mais ce qui est important, c'est d'avoir une réflexion globale sur l'usage de votre temps et comment vous pouvez l'utiliser. Parce que c'est toutes les méthodes qui permettent d'optimiser la productivité, c'est très bien. Mais si par exemple vos offres ne sont pas rentables, ou si par exemple vous passez beaucoup trop de temps à faire quelque chose qui finalement ne vous apporte pas de résultat, finalement ça ne sert à rien d'avoir des actes de productivité. Autant en fait choisir vraiment ce qui va vraiment vous rapporter, ce qui va vraiment vous aider. Par exemple, se former sur l'organisation, c'est très bien parce que ça permet vraiment de prendre du recul et prendre de la hauteur. Mais par exemple, parfois, il y a des choses qu'on va faire, par exemple, passer du temps sur la création d'un site internet en tout début d'activité, c'est pas forcément un bon usage de votre temps. Et ce que j'appelle les hacks de productivité, c'est toutes les techniques que tu peux trouver quand tu tapes techniques de productivité sur Google, où ça va être par exemple, je sais pas moi, la méthode Pomodoro, où en fait tu travailles pendant 45 minutes hyper focus et tu fais 5 minutes de pause. Voilà, je dis pas que ces techniques sont pas bonnes, c'est juste que c'est pas la seule solution
la pure productivité pour être efficace dans son travail. Il y a plein d'autres manières d'être efficace dans son travail que de chercher à rentabiliser chaque seconde de son temps. En fait, il y a vraiment une réflexion globale à avoir sur comment est-ce que je veux utiliser mon temps, quelles sont les activités, quelles sont les actions qui vont me permettre en fait d'avoir des résultats. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc se focaliser vraiment sur les actions qui vont permettre d'avoir des résultats. Alors je sais qu'au début c'est pas facile, donc on teste évidemment. La douche glacée, voilà, c'est ça. Ou la morning routine, ou tout ce que vous voulez. Bon, après, si vous voulez faire ça, il n'y a pas de souci, mais on va dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas forcément ça qui génère le plus de résultats. Et puis parfois, moi, je sais que parfois, je fais des trucs je vais par exemple me balader ou faire des choses qui sont pas du tout utiles pour le business, mais au final, ça va me donner plein d'idées, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Les missions pas rentables. Alors ça, c'est très très important. En fait, parfois, j'ai des personnes qui gagnent, je sais pas moi, 5 000 € par mois de chiffre d'affaires et qui sont débordées parce que en fait, elles sont soit parce qu'elles ont plein de missions, plein de petites missions, soit parce que en fait, c'est des missions qui sont pas cadrées, pas structurées ou qui sont pas assez rentables. Donc même si on pourrait se dire 5 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas mal. Bah, au final, si en fait on travaille 70 heures par semaine, ça va pas. Donc il faut vraiment travailler sur des missions qui sont rentables, c'est-à-dire que vous passiez pas trop de temps sur chaque mission par rapport à ce que vous avez vendu. Voilà. Donc les microservices, est-ce que les microservices c'est une bonne idée? Ça peut être une bonne outil service et passer du temps sur quand même la gestion de projet, l'acquisition client, etc. Donc voilà, moi ce que je recommande, c'est un microservice, ça peut être une bonne idée s'il est super structuré, s'il est super bien organisé et si toi derrière tu as une belle structuration. Et si derrière aussi tu peux vendre une offre plus premium. Tu vois, ça peut être une offre d'entrée. Laxime, je suis freelance et je viens de me lancer en freelance, Laxmi, pardon, et je me sens un peu perdue. Ouais, c'est normal, t'es au bon endroit et on va t'aider aujourd'hui. Alors, pour avoir une productivité épanouissante, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir des missions qui sont rentables avec des tarifs sur lesquels vous avez réfléchi. Parfois, il vaut mieux perdre une mission que faire une mission sur laquelle vous n'êtes pas du tout rentable. Voilà, parce qu'en fait, il vaut mieux utiliser ce temps justement sur de la prospection, sur trouver d'autres clients qui vont justement bien vous payer. Communiquer où est votre clientèle cible, où sont vos clients, donc avec un profil qui est super optimisé. Donc ça, c'est du temps qui sera toujours bien utilisé. Prévoir des activités perso chaque semaine et vraiment aussi vous organiser en fonction de votre rythme perso. On est freelance aussi pour ça. Moi, je sais que je suis hyper productive et plus efficace le matin. Donc, j'aime bien travailler le matin. Mais par contre, c'est vrai que par exemple, au début d'après-midi, je suis pas toujours super efficace. Donc, c'est le moment où je vais choisir pour faire d'autres choses ou pas forcément pour travailler. Enfin voilà, profitez-en pour vous organiser comme vous le souhaitez. J'ai des copines freelance qui travaillent le soir, etc. Quand vous n'avez pas d'enfants, c'est des choses que vous pouvez faire. Enfin, voilà, c'est fait aussi en fonction de votre biorhythme et de comment aussi vous avez envie de travailler. Je sais que certains d'entre vous êtes lancés en freelance aussi pour être digital nomade. Dites-moi si c'est le cas. Mais du coup, ça va être important aussi que vous puissiez aussi, quand vous voyagez, profiter de l'endroit où vous êtes. En termes d'environnement de travail, je vous recommande vraiment d'avoir un environnement de travail où vous pouvez être concentré, donc avoir un vrai bureau, même si c'est chez vous, mais vraiment d'avoir un vrai espace de travail où c'est le travail pour vous, pour pas mélanger aussi avec le perso, et de pouvoir aussi prendre l'air dans des cafés, dans des coworking. C'est important aussi de ne pas s'isoler, comme je vous le disais, et ça fait du bien. Ça fait du bien, vous prévoir des journées où vous avez un petit peu moins de calls et vous allez pouvoir justement prendre l'air. Et vous dire aussi que quand vous êtes dans les premières années, la priorité, c'est vraiment les clients, trouver des clients, le chiffre d'affaires, etc. Et surtout apprendre à vendre vos services et apprendre à bien les vendre. Donc vraiment, en fait, le temps que vous allez passer à justement apprendre à bien vendre vos services, ce sera jamais du temps perdu, en fait, parce que vous allez vraiment progresser. Et si vous apprenez à bien vendre vos services, au final, pour finalement des prestations similaires, vous pourrez avoir plus de chiffre d'affaires et c'est comme ça que vous allez gagner du temps. Donc c'est une compétence super importante quand on est freelance et en général quand on l'a pas au début. Donc ça c'est super important. Je vous parle d'organisation, mais c'est vrai que
on a tendance à se perdre un petit peu au début, et je l'ai fait aussi, et c'est complètement normal, alors que la priorité, c'est d'apprendre cette compétence-là, parce que vous êtes un expert de votre métier, mais pas de la vente. Et quand on est freelance, il s'agit d'apprendre à vendre son expertise aussi. Linda, digital nomade. Super, t'es où en ce moment? Et je vous invite aussi à faire simple, en termes d'offres, en termes de communication, en termes de vente, en termes de livraison de votre offre. Essayez de vraiment pas faire compliqué. Souvent, on a tendance à penser que compliqué, ça va nous permettre de mieux vendre. Pas du tout. Compliqué, c'est plutôt l'inverse. Tout le travail, justement, c'est d'arriver à faire quelque chose de simple, mais qui répond aux besoins de ses clients de manière efficace. Pour vous donner un peu un exemple, moi, je suis formatrice, donc je forme des personnes aux réseaux sociaux, et je forme aussi des freelances au développement de leurs compétences sur la partie social media management. Et là, on a refait toute la plateforme pédagogique dans l'esprit de alléger, d'aller à l'essentiel, et d'être plus efficace pour eux, pour que eux, en fait, en moins de temps, ils puissent avoir des résultats, et que ce soit un trajet qui est plus efficace pour eux, et que pour nous, ça nous demande aussi moins de gestion, parce qu'ils auront vraiment toutes les réponses aux questions auxquelles ils se posent. Donc ça demande plus de réflexion au départ, de créer une offre efficace, mais après, ça permet aussi d'avoir une offre qui est plus optimisée, on va dire, et vous allez pouvoir en fait optimiser à chaque fois. Moi, je vous conseille vraiment d'envoyer à chaque prestation un questionnaire de satisfaction à vos clients. Comme ça vous permet vraiment de simplifier, d'optimiser, de regarder ce qui fonctionne moins bien, et d'améliorer plutôt que de créer des nouvelles offres. Quand vous voyez qu'un client n'est pas totalement satisfait, ou qu'il y a des choses qui ont moins bien marché, en général, c'est mieux d'essayer d'améliorer ce qu'on a déjà créé. C'est un travail qu'on a fait par exemple avec Samuel. Donc Samuel Montuley, c'est un élève qu'on a accompagné en 2021. Il vivait vraiment très bien de son activité. Il était freelance en relations presse, mais ça l'inspirait plus, et surtout il était dépendant de gros clients. En fait, il avait quelques gros clients et il avait beaucoup de pression, donc il travaillait beaucoup. Et du coup, on a travaillé ensemble sur le développement d'une nouvelle offre où il s'est positionné en fait sur ce qu'on appelle le social listening. Donc c'est l'écoute des réseaux sociaux. En fait, il crée des rapports pour ses clients d'analyse des réseaux sociaux. Donc en fait, c'est plus simple à opérer à distance que des projets de relations presse. Et il a complètement restructuré ses services pour les simplifier et faire en sorte que lui, ça l'inspire plus, et que ce soit en fait plus facile de les délivrer à distance, moins dans l'urgence par exemple par rapport aux relations presse. Donc, il a des plus gros contrats avec des livrables en fait qui sont pas exécutés dans l'urgence, et un vrai travail de fond pour ses clients, avec une cible en plus, avec des clients qui le passionnent. Donc, il s'est spécialisé dans le marketing sportif, et ça lui a permis en vraiment très peu de temps. Je crois qu'au bout d'un mois, il avait déjà libéré son mercredi pour passer plus de temps avec sa fille. Donc lui, c'était son objectif. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que voilà, vous n'avez pas besoin de travailler 1000 heures par semaine pour bien gagner votre vie. Il faut travailler, évidemment, moi je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est important de travailler intelligemment avec des offres qui sont bien structurées. Si on est compétent dans 2 domaines, est-ce qu'il est recommandé de créer 2 profils pour mettre en avant toutes ses compétences? Alors si c'est une question de Malte, je vais te laisser Céline te répondre, mais après tout dépend un petit peu des domaines. Est-ce que c'est des domaines qui sont complètement différents? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que tu essaies de lancer 2 activités en même temps? Moi, si tu essayes de lancer 2 activités en même temps, je dirais quand même attention, parce que ça demande 2 fois plus de travail. Ouais, exactement. Je me permets de rebondir. Tout dépend en fait si c'est deux métiers qui sont un peu liés. On peut garder le même profil. Après, si c'est, je prends des extrêmes, développeur et photographe, il vaut mieux faire 2 profils différents, parce que sinon l'algorithme va se perdre, et c'est vraiment, ça va être des descriptions, des choses différentes, et les clients vont pas chercher la même chose. Donc ça risque de se perdre. Donc effectivement, dans ces cas-là, il vaut mieux en faire 2. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Comme ça, je vous réponds à l'écrit en même temps. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des petites questions sur Malte. J'ai répondu au fur et à Voilà. mesure. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Voilà. Et j'ai vu une petite question importante sur pouvez-vous développer la partie où est ma cible? Ouais, je comprends, totalement. Alors, où est ma cible? En fait, déjà, il faut définir qui tu veux cibler, donc qui sont tes clients idéaux. Est-ce que déjà, Louis, c'est quelque chose qui est clair pour toi, un petit peu les entreprises avec lesquelles tu veux bosser? Et en fait, c'est de demander quels sont leurs usages,
Donc, par exemple, sur le digital, est-ce qu'elles vont sur LinkedIn? Est-ce qu'elles sont plutôt sur Instagram? Est-ce qu'elles vont plutôt dans des événements? Est-ce que, en fait, c'est très compliqué, elles sortent jamais de leur bureau, donc il faut plutôt aller leur envoyer des mails. Donc, il faut demander un petit peu où est-ce qu'elles peuvent te voir, en fait, tu vois, où est-ce que ta cible peut te voir, en fait. Par exemple, est-ce que tu as une cible, par exemple, mettons, elle écoute la radio, donc idéalement, il faudrait que tu sois à la radio, tu vois, c'est un exemple un peu extrême, mais il faut essayer de trouver, en fait, des endroits où tu es écouté, mais parfois, ça peut être des podcasts de niche, parfois, ça peut être selon la cible, c'est très, très différent, et ça va être une stratégie beaucoup plus pertinente et percutante que d'essayer de toucher tout le monde, en fait. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Et mais c'est un gros sujet, hein, je pourrais en parler pendant 1 heure. Donc si tu veux, tu as des nouvelles questions, n'hésite pas et je te répondrai. Voilà, ressources pour apprendre à vendre ses services. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter aussi, je donne pas mal de conseils. Et évidemment, sur Malte, il y a plein de choses qui sont disponibles gratuitement. Je vais vous parler des techniques de gestion du temps. L'idée d'utiliser des techniques de gestion du temps, c'est vraiment que ce soit au service de votre vie personnelle. C'est pas forcément de travailler plus, sauf si vous le souhaitez, mais c'est que ce soit vraiment efficace. Donc, je vous ai déjà un petit peu dit qu'avancer sur trop de projets en même temps, c'était pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux avoir quelques clients, par exemple 3 clients qui vous payent bien plutôt que 10 clients qui vous payent des petits tickets, surtout au début. Après, évidemment, quand vous devenez plus fort, quand vous devenez plus structuré, vous pouvez avoir plein de clients. Hein. Nous, c'est notre cas aujourd'hui. On a, avec Social Media Expert, notre programme d'accompagnement, on a des centaines de clients, mais ça demande énormément de travail, ça demande le travail de toute une équipe pour arriver à structurer ça. Donc, c'est beaucoup plus simple finalement d'avoir des gros clients qui sont récurrents, avec lesquels ça se passe bien et avec une relation qui est bien cadrée. N'essayez pas en freelance de vous organiser en fonction des clients parce que vous allez vraiment y perdre beaucoup de plumes. Essayez vraiment au contraire de cadrer la relation dès le départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple de dire à votre client comment est-ce que ça va se passer. Donc au début de la collaboration, vous allez lui dire voilà comment ça se passe. On fait une petite réunion par exemple toutes les semaines. On a un outil de collaboration, par exemple Notion. Je vais vous montrer un peu des exemples et on va travailler ensemble de cette manière. Et ça va être très apprécié de votre client. Alors, parfois, il y a des très, très grosses entreprises qui vont avoir besoin que vous puissiez être présent sur certains de leurs outils de communication comme Slack, etc. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que toute votre organisation, elle doit être pilotée en fonction de votre client. C'est vraiment important que vous disiez, OK, mon travail pour ta client, voilà combien de temps ça représente à peu près, comment je vais faire, etc. Évidemment, parfois, votre client aura des contraintes de dernière minute, etc. Mais ce n'est pas forcément à vous de prendre en charge ça. Et c'est important que vous lui expliquiez aussi les délais dont vous avez besoin pour bien travailler. Hein. Il y a certains métiers où c'est pas possible de faire des choses en urgence. Et puis, il y a des fois où vous ne pourrez pas, parce que tout simplement, vous ferez autre chose et vous ne serez pas disponible. Et ça, c'est important. Et par contre, si il y a des missions dernière minute, ça peut être aussi des missions en plus qui peuvent être aussi payées plus cher parce que c'est en dernière minute si vous êtes capable de les prendre. Hein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clients qui me contactent le vendredi en me disant voilà, j'ai un besoin pour lundi. Et moi, la plupart du temps, j'avais envie de profiter de mon week-end, donc je disais non. Et après, vous pouvez rediriger vers quelqu'un d'autre. Mais si j'étais disponible, par exemple, pendant le confinement, j'avais pas non plus beaucoup d'activités. Donc, là, par exemple, je l'ai fait, mais j'ai facturé plus parce que c'est le dernier moment, le week-end, etc. Donc ça, c'est important aussi. Et vous verrez que ça va être aussi... on a l'impression que quand on a ce genre d'attitude, ça peut repousser le client, mais au contraire, ça lui montre aussi que vous n'avez pas que lui et que vous n'êtes pas dépendant de ses demandes. Et ça crée vraiment une posture où il va beaucoup plus vous respecter. Attention aussi à la procrastination active. C'est quoi la procrastination active? Ça va être le fait de vous lancer dans des projets ou de faire des actions qui vont pas forcément être hyper efficaces ou qui vont être une manière de pas faire ce qui est vraiment important. Donc par exemple, c'est vrai que quand on n'a pas encore de clients, le plus important c'est de trouver des clients, c'est de prospecter, c'est de trouver des personnes à qui on peut proposer ses services, de créer ses offres, etc. Ça c'est le plus important. Et du coup, si on commence, je sais pas moi, à refaire son site, à parfaire tout ce qu'on veut proposer, faire son identité visuelle, etc. C'est un peu de la procrastination parce que c'est pas ça qui va nous faire le plus avancer et avoir des résultats rapidement. Voilà, mais ça, moi, je ne veux pas du tout vous culpabiliser là-dessus. Je sais que c'est pas facile de prospecter, je sais que c'est pas facile de faire le travail de développement commercial, surtout quand on ne sait pas comment faire. Donc, du coup, parfois, c'est plus confortable. Moi aussi, je suis comme vous, hein, j'ai pas envie de faire certaines choses et je procrastine, mais c'est important d'en avoir conscience et de savoir aussi ce qui nous fait peur pour pouvoir vraiment mettre le doigt là-dessus, quoi.
Ok. Et du coup, ce que je vous recommande, à contrario, c'est d'avoir vraiment des blocs de temps par client. Donc, par exemple, si vous avez signé un nouveau client, vous dites, voilà, je vais travailler pour lui le mardi, le jeudi, par exemple, et de vous organiser comme ça. Vous pouvez toujours bouger après si l'organisation, vous avez besoin de la changer. Hein. L'idée, c'est pas de figer les choses, mais de vraiment avoir des blocs de temps dédiés et de vraiment aussi vous proposer l'organisation que vous souhaitez par rapport aux clients. Et ça va permettre aussi d'éviter toutes les questions du style où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'on est le projet. Quand un client vous demande où est-ce que vous en êtes, c'est mauvais signe. Ça veut dire que vous avez mal communiqué sur un peu les délais, etc. Et ce que je fais moi avec les gros clients, c'est envoyer un mail hebdomadaire récap avec un peu ce qui s'est passé dans la semaine, ce qui a été fait, etc. pour que même si on n'a pas pu savoir beaucoup au téléphone, par exemple, que le client puisse savoir un petit peu où on en est et comment ça a avancé. C'est généralement très apprécié. Et je le fais encore d'ailleurs avec mes clients de formation, c'est-à-dire que toutes les semaines, les membres de notre programme reçoivent un email avec vraiment tout ce qui s'est passé dans la semaine dans le programme, avec les replays, etc., avec tout ce qu'elles ont peut-être manqué dans la communauté pour qu'elles puissent vraiment voir un petit peu tout ce qu'on a proposé. Je vous conseille aussi vraiment de choisir et de prioriser les projets que vous allez prendre, vos canaux de communication, parce que plus vous allez vous développer, plus vous allez avoir d'opportunités. Donc après, le but, ça va vraiment être d'apprendre à dire non et de prioriser ce qui est important pour vous et ce qui va vous permettre d'avancer. Je vous conseille aussi de faire simple, de vraiment concevoir des services qui correspondent à la résolution d'un problème client. De vraiment vous dire, OK, le problème de mon client, c'est ça. Comment est-ce que je peux l'aider au plus vite à avoir des résultats et de ne pas chercher à proposer quelque chose qui est très expert, mais qui au final peut-être trop avancé par rapport à là où votre client est aujourd'hui. Peut-être que le client a besoin de quelque chose de plus simple. Ou alors, à l'inverse, essayez vraiment de coller le plus possible aux besoins de vos clients, leur proposer, ce dont ils ont besoin, d'être vraiment sur ça. Donc, par exemple, moi, je travaille avec des community managers, on accompagne des community managers. Donc, je leur dis toujours, voilà, si vous travaillez pour un restaurant ou un hôtel, le but d'un restaurant ou un hôtel, par exemple, ça va être d'avoir des réservations. Donc, si vous leur proposez une offre Instagram, la création de contenu sur Instagram, il va falloir en fait trouver une offre qui leur permette de générer plus de réservations grâce à Instagram. Donc, votre offre, ce sera ça. Et la visibilité, finalement, ça sera quelque chose qui ne sera pas essentiel, même si, évidemment, pour avoir du trafic dans un restaurant, il faut avoir de la visibilité, mais il faut vraiment que ce soit le plus direct possible. Un restaurant, par exemple, qui est un restaurant local, n'a pas besoin d'être visible de personnes qui sont à l'autre bout de la France. Donc, on travaille en localité, etc. Donc, vraiment être précis dans ce que vous proposez à vos clients. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une cible client précise, parce que ça vous permet de maîtriser en fait les problématiques de vos clients et de devenir l'expert des problématiques de vos clients. C'est vraiment ça. Moi, je suis vraiment spécialisée aujourd'hui sur accompagner les community managers indépendants dans leur activité, les former, etc. Et je connais tous leurs problèmes et je sais comment les aider. Et d'ailleurs, l'organisation est un de leurs sujets et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est pareil en rédaction web, effectivement. Donc, il y a un sujet où c'est important d'être efficace, que c'est vrai que ça peut vite faire perdre beaucoup de temps. C'est la partie prospection, la partie développement commercial. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites de la prospection, vous travaillez sur votre développement commercial? Donc, je vais vous partager un petit peu ce que fait une de nos élèves qui s'appelle Clarisse. Elle, son objectif, quand on a commencé à travailler ensemble, c'était de dépasser les 4 000 € de chiffre d'affaires par mois, sans pour autant que ça lui prenne plus de temps. C'est-à-dire qu'elle travaillait déjà un certain nombre d'heures, elle ne voulait pas forcément travailler plus, mais elle voulait avoir plus de résultats. Donc, ce qu'elle a fait, par exemple, c'est optimiser, parce qu'elle fait sa prospection sur Instagram, parce que ses clients sont dessus. Elle a optimisé son profil Instagram avec en fait du contenu qui présente ce qu'elle fait, qui présente ses services et qui montre des exemples de son travail. Et en fait, ce contenu-là, elle peut l'envoyer en prospection, c'est-à-dire qu'elle peut l'envoyer par mail, elle peut l'envoyer en message privé, etc. Et elle peut en fait montrer directement à ses prospects ce qu'elle est capable de faire. Et ça, c'est super important, en fait, quand vous avez une stratégie de contenu, réseaux sociaux, de penser à ce que le contenu puisse être du contenu qui puisse inspirer vos clients, qui puisse se projeter. Et pas forcément du contenu, en fait, qui va marcher sur les réseaux sociaux, mais du contenu, en fait, qui puisse permettre à vos clients de se dire « Ah, ok, j'ai vraiment envie de travailler
avec lui, parce que de toute façon, vous pouvez toujours l'envoyer en message privé, même s'il ne va pas forcément voir votre compte, votre client idéal, il ne va pas forcément aller regarder tout ce que vous faites. Donc, par contre, si vous attirez son attention, si vous lui écrivez, si vous lui envoyez des ressources, si vous lui montrez votre travail, là, il va être attentif. Donc là, c'est une stratégie qui fonctionne très très bien, qu'elle optimise sans cesse en fonction des retours qu'elle a. Mais c'est vrai que c'est ça qui lui permet aussi de générer, c'est sa méthode vraiment pour avoir des nouvelles clientes et des nouveaux clientes. Alors, effectivement, elle maîtrise les réseaux sociaux, donc c'est plus facile. Mais en fait, moi, ce que je constate, même chez les personnes qui maîtrisent les réseaux sociaux, c'est qu'on cherche à faire des posts qui vont avoir de l'impact, qui vont avoir de la visibilité, ou qui vont avoir de l'engagement, alors que le but, c'est, quand on est freelance, de plutôt avoir des clients. Et en fait, parfois, moi, j'ai fait des posts sur LinkedIn avec très peu de likes, mais qui m'ont rapporté des clients. Et ça, c'est vraiment important, en fait, de vraiment créer du contenu qui rassure les clients sur votre expertise, sur ce que vous êtes capable d'apporter. A priori, vous n'êtes pas influenceur, donc vous n'avez pas besoin de faire des posts viraux, pas du tout. Et vous n'avez même pas besoin forcément de vous montrer. Clarisse, elle fait des petites vidéos où elle montre son travail, etc. Et parfois, elle se montre un peu, mais c'est même pas forcément nécessaire. Voilà. Et avant de passer à la suite, je vais répondre un petit peu à vos questions. Alors, comment prospecter sur Malte? Je vais laisser Céline répondre. Avez-vous des astuces pour trouver plus de clients sur Malte? Alors, je vais laisser Céline répondre à toutes les questions un petit peu techniques sur Malte, mais ce que je peux vous dire en tout cas, parce que Malte, c'est une plateforme que mes élèves utilisent beaucoup, c'est que ce qui est important, en fait, c'est vraiment de ne pas vous dire que c'est juste un profil, entre guillemets, avec la présentation de votre personnalité, de ce que vous savez faire, etc. C'est pas un CV. C'est vraiment, en fait, comme une page en fait, de vente de vos services. Vraiment travailler Malte de cette manière-là. Que les gens puissent déjà vous trouver facilement avec les bons mots-clés, mais aussi que vous présentiez vraiment des offres construites, faire un travail aussi, vous montrer vos réalisations. Il y a une partie portfolio sur Malte, vous pouvez montrer ce que vous êtes capable de faire, utiliser les recommandations, parce que c'est de la preuve sociale. Vraiment travailler votre profil Malte comme une page de vente, en fait, où vous présentez vos services. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Pareil sur LinkedIn, pareil en fait sur toutes les plateformes, il faut qu'on ait à la fois la présentation de vos services, vos qualités professionnelles, vos compétences et des recommandations. Vraiment, c'est les 3 choses essentielles, et que dans la présentation de vos services, ce soit pas trop vague et trop générique, qu'on puisse vraiment se dire ah ok, je suis un restaurateur, ou genre je suis une entreprise par exemple dans le bâtiment. C'est exactement pour moi, ça répond à mes enjeux. Ne cherchez pas à cibler tout le monde, ne cherchez pas à toucher tout le monde. Au contraire, vous allez attirer l'attention des personnes ou des entreprises parce que vous allez être spécifique et parce que vous allez bien connaître leurs besoins. Et si vous avez besoin, et je termine parce que c'est pas exactement l'organisation, mais si vous avez besoin après si vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes à côté et que vous connaissez pas bien leurs besoins, et bien discutez avec eux. Avant de vendre quelque chose, il faut vraiment s'assurer que nos services sont bien perçus et sont valorisés par nos clients. Voilà. Et donc, je vais vous parler des outils d'organisation avec un petit focus sur Notion, que vous pouvez d'ailleurs utiliser pour suivre un peu toute votre prospection commerciale. Alors, c'est un outil Notion sur lequel on reçoit, nous, beaucoup de questions, parce que c'est un outil qui est très, très utilisé par les freelances, c'est un outil qu'on peut utiliser gratuitement, c'est un outil qui a des connexions avec plein d'autres outils, c'est un outil qui donne beaucoup de possibilités, mais c'est aussi un outil où on peut se perdre. Et du coup, moi, ce que je vous recommande, c'est de pas... En fait, il y a beaucoup de templates Notion qui sont disponibles, mais le problème des templates, des modèles un petit peu Notion, c'est qu'il n'y a pas de système d'organisation derrière. Donc, et par exemple, vous allez télécharger, je sais pas moi, un template de CRM, mais il va pas être lié en fait avec de CRM, donc c'est une base de données client, mais il va pas être lié avec vos autres bases de données. Donc les choses vont pas communiquer entre elles, ça va pas fonctionner en fait. Au bout d'un moment, vous allez vous perdre un petit peu dans ce système-là, même si ça peut être pratique au début. En termes d'outils aussi, ce qu'il faut éviter, c'est de multiplier les outils de communication avec vos clients. Quand vous avez un client, c'est un canal de communication. Donc ça peut être Slack, ça peut être les mails, etc. Mais il faut que ce soit un outil. Ça, c'est super important parce que sinon, vous allez vous retrouver des messages partout. Moi, je vous déconseille WhatsApp. Je sais que certains d'entre vous travaillent avec WhatsApp, mais je trouve que c'est... Sauf si vous avez un téléphone pro, mais sinon, ça veut dire que vous êtes joignable tout le temps et c'est pas forcément sain pour votre vie personnelle. Ce que je vois beaucoup dans les systèmes d'organisation, c'est des infos qui ne sont pas centralisées. Donc, vous en avez un petit peu partout. Vous avez des petits carnets, des petits trucs, etc. Et du coup, ça peut être compliqué.
Ce qu'il faut éviter, c'est quand vous prospectez ou quand vous faites du démarchage commercial, de ne pas suivre sa prospection et de ne pas relancer. Parce que, en fait, si vous ne suivez pas ce que vous faites, si vous ne vous notez pas rien que dans un tableau ce que vous faites et si vous ne relancez pas, c'est une perte de temps. Parce que finalement, ce qui fait gagner de l'argent aussi, c'est de relancer les prospects, relancer les personnes. Si vous ne les relancez pas, finalement, vous allez passer beaucoup de temps à faire des premières approches qui vont pas forcément aboutir au bout d'un message, mais avec une bonne relance, avec du contenu intéressant, avec quelque chose qui va attirer l'attention de vos prospects, ça peut fonctionner. En termes d'organisation aussi, j'ai parlé du fait d'éviter de faire du 100% sur mesure. Alors, je ne dis pas dans la prestation, parce qu'évidemment, chaque client est sur mesure quand on est prestataire de service, mais dans la manière dont vous organisez la collaboration, évitez de faire trop de choses différentes à chaque fois. Par exemple, vous pouvez concevoir un onboarding client. Donc, comment est-ce que vous accueillez chaque client? Quels sont les processus que vous mettez en place? Voilà, de commencer à avoir le plus tôt possible dans votre activité des processus, c'est-à-dire une manière de faire les choses. Et ça vous permettra, en fait, même si vous le souhaitez à un moment donné, de déléguer beaucoup plus facilement. Ce que je vois beaucoup, c'est que parfois on passe beaucoup de temps sur la vente, sur la partie commerciale, etc., sur la proposition qu'on fait au client, mais pas l'onboarding derrière. L'onboarding, c'est toute la manière dont on va accueillir le client et cadrer un petit peu la relation, alors que c'est ça aussi qui permet justement de s'assurer que ça se passe bien. Un bon onboarding client, c'est vraiment l'occasion de faire une bonne impression et surtout d'expliquer un peu comment tout va se passer, de communiquer sur vos horaires de travail, sur comment communiquer avec vous, sur comment ça va se passer, sur les deadlines, etc. Et ça vous permet vraiment de garder la maîtrise des choses. Gabriel, 9 mois sur Malte et 0 mission. Bref, ne misez pas tout là-dessus. De toute façon, quand on est indépendant, c'est important d'apprendre de toute façon la vente. Hein. C'est les plateformes, les réseaux sociaux, ils sont là pour nous aider. Mais c'est important que de toute façon, vous développez cette compétence de vente, que vous puissiez vraiment être capable de vendre vos prestations, quel que soit le canal finalement que vous allez utiliser derrière. Voilà. À quelle fréquence relancer un client? Tu veux dire un prospect? Alors du coup, ça dépend un petit peu on va dire du processus. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un que tu as eu en rendez-vous, à qui tu as présenté ton offre, s'il te dit pas oui, à la fin, déjà, ce que tu veux faire, c'est programmer un nouveau rendez-vous avec lui pour l'onboarding de la collaboration ou alors lui te faire part de ses derniers doutes ou dernières questions. Tu vois, ça, tu peux faire ça, un deuxième appel. Ou alors lui dire, voilà, je vous laisse du coup réfléchir en ayant pris soin quand même de voir sur quoi il a besoin de réfléchir en fait et sur quoi parce que ça peut te permettre, parce que c'est une objection en soi de dire que j'ai besoin de réfléchir et de proposer de le recontacter à telle date. Comme ça, il sait que vous allez le recontacter et vous mettez une petite tâche à telle date pour le relancer. Après, si c'est de la prospection, c'est-à-dire si c'est de la prospection à froid, c'est une personne que vous ne connaissez pas, vous pouvez attendre peut-être quelques jours, mais renvoyer, surtout quand vous prospectez quelqu'un que vous ne connaissez pas, il faut vraiment qu'il comprenne ce que vous pouvez lui apporter. Donc, si vous avez des ressources gratuites à lui donner, si vous pouvez lui donner des petits conseils, il y en a parfois qui font des petites vidéos. Enfin, en fait, relancer vraiment tout de suite avec de la valeur. Donc, je sais que ça a été le cas il n'y a pas très longtemps où j'ai fait une relance où c'est un client un potentiel client qui me disait j'ai pas le temps, etc. Et je lui dis justement, voilà, j'ai répondu à cette objection-là en lui disant que justement travailler ensemble, ça lui permettrait d'optimiser cette partie-là sur son sujet précis. Et ça m'a permis qu'il me réponde et que finalement, on va peut-être travailler ensemble. Donc, c'est important en fait de bien répondre parce que quand les gens prennent le temps de vous répondre, c'est généralement aussi pour vous challenger et que vous puissiez aussi leur répondre. Et puis, c'est des vrais doutes qu'ils ont, donc c'est important d'y répondre. Au niveau de l'organisation sur Notion, et je vais accélérer un petit peu, il y a eu beaucoup de questions sur la prospection. Avoir un système d'organisation, donc c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Donc Notion vous permet de le faire. Avoir des bases de données, même si c'est juste au départ des tableaux Excel, hein, mais vraiment rentrer un petit peu toutes les données que vous avez hein, et ne pas compter sur votre mémoire, parce que c'est beaucoup de charge mentale. Avoir des to-do par projet et par jour qui sont réalistes. On a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire sur un court temps, alors que sur 3 mois, vous êtes capable, par exemple, sur 12 semaines. Moi, j'aime bien m'organiser sur 12 semaines pour les projets, pour l'organisation de mon entreprise, parce que je sais que ça me permet d'avoir le temps de faire les choses et qu'en même temps, c'est des délais suffisamment courts pour que je procrastine pas trop.
De bien travailler votre onboarding client, aussi tout ce qu'on appelle le customer care, une fois que vous commencez à avoir quelques clients, etc. Faire attention à ce qu'ils soient satisfaits de la collaboration, envoyer des questionnaires de satisfaction, prendre leur feedback, faire de l'amélioration continue, ce qui vous permet de fidéliser vos clients. Et ça, c'est super important aussi de pouvoir d'apprendre à fidéliser ses clients. Ce que je vous recommande au début, si vous n'êtes pas trop au clair sur le temps que vous passez sur les projets, c'est de le traquer. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de le faire. Ça, c'est très pratique. Et vraiment de vous concentrer d'analyser en fait ces rapports-là et de vous consacrer sur vraiment les actions qui vont vous emmener le plus de résultats, le plus de chiffre d'affaires et qui sont les plus efficaces pour vous. Qu'entendez-vous? Alors, l'onboarding est à envoyer au client avant que la mission soit signée. Alors, quand je parle d'onboarding, c'est vraiment toute la partie où on accueille le client, on lui explique comment ça va se passer, etc. Voilà. C'est après la signature du devis, du contrat. C'est vraiment toute la partie, voilà, comment on commence à travailler ensemble. Si vous avez besoin d'accès, par exemple, c'est à ce moment-là que vous allez gérer les choses. Je vais vous parler un petit peu d'une membre du programme de formation que j'ai pour les freelances qui a créé qui a utilisé en fait un système Notion qu'on a créé qui s'appelle Social Media CEO. On a travaillé avec une consultante qui a créé un système Notion qu'on a mis à disposition de nos élèves. Et en fait, c'est un système en fait qui lui permet vraiment de gérer ses clients. Gérer la partie commerciale de son activité avec un CRM qui est intégré, la gestion de son activité et il y a aussi une boîte à projets et à idées qui lui permet de gérer tous ses projets. Donc c'est un système, c'est tout un système qui est interconnecté et moi c'est vraiment comme ça que je vous recommande d'utiliser Notion, même si ça vous coûte un peu plus cher parce que vous achetez un système qui est tout fait. Mais en même temps, ça vous permet aussi de gagner beaucoup plus de temps par la suite plutôt que d'avoir quelque chose qui n'est pas interconnecté. Sauf si vous avez les compétences techniques de vous créer votre propre système. Mais c'est vrai que créer tout un système sur Notion, c'est pas forcément une tâche que je vous recommande quand vous démarrez. Après, il y a aussi des outils comme Trello qui proposent aussi, qui sont un peu plus simples que Notion. Pour démarrer, ça peut être pas mal, qui sont gratuits avec des fonctionnalités. Enfin, il y a une version payante, mais vous pouvez commencer avec la version gratuite sans souci. Pour travailler avec vos clients. Quand vous n'avez pas encore beaucoup de clients, investir dans un système, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais par contre, quand vous commencez à en avoir, ça peut être une très bonne idée pour justement bien travailler avec Notion. En tout cas, c'est le retour d'expérience que je peux vous faire. Et la manière dont je vous recommande de vous organiser sur un outil comme ça, c'est vraiment d'avoir des parties avec la partie votre planning, tout ce que vous allez avoir à faire, etc., le planning des projets. Une partie aussi, par exemple, Customer Care, où vous gérez un petit peu le quotidien avec le client, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin d'améliorer vos services, avec notamment la gestion de tous vos questionnaires de satisfaction. Et en fait, quel que soit le système d'organisation, il y a vraiment plusieurs parties qui sont importantes. C'est un peu toutes les parties d'un business, en fait. Il y a la partie commerciale, prospection, donc vraiment les actions qui vont concerner le développement de votre clientèle, la partie marketing, donc toute la partie contenu promotionnel, offre, etc. La partie livraison, donc qu'est-ce que vous proposez à vos clients, la partie un petit peu opération, on va dire, l'expérience client, ce que vous proposez, les services, etc. Et un peu un espace où vous gérez votre entreprise, la partie administrative, la partie processus de travail, la partie financière, etc. Donc tout ça aussi, c'est important de le gérer. Et centraliser aussi votre to-do. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez quel que soit l'outil, finalement, c'est d'avoir un espace où votre to-do est centralisé avec des deadlines que vous puissiez en fait vous organiser facilement de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle, etc. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça quand vous démarrez. L'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre que vous êtes à la tête d'une entreprise, même si vous êtes freelance et que vous avez différents domaines à gérer et que c'est important de gérer ces différents domaines et d'organiser ces différents domaines pour que les choses soient les plus faciles possibles. Et plus vous allez vous développer, plus ce sera important. Moi, pour vous donner une idée, à un moment donné, je me disais même, voilà, c'est un jour la partie commerciale, un jour la partie marketing, un jour la partie livraison. Quand j'ai commencé à avoir une équipe, évidemment, donc j'étais plus seule à livrer, mais c'est important de vraiment segmenter les choses dans votre tête et vous dire que vous livrez votre expertise, mais vous avez aussi pour mission de gérer votre entreprise. Voilà. Et du coup, moi, j'ai un petit dashboard
avec toutes mes tâches du jour, tous mes projets, etc. Et c'est vraiment du coup hyper pratique et ça me permet aujourd'hui de gérer une entreprise qui a maintenant, on est maintenant 12 et c'est du coup beaucoup plus fluide et mon rôle c'est vraiment de faire en sorte que ce système reste bien organisé pour l'équipe. Et une fois que vous avez comment avoir accès à cette version de l'outil Notion, et ben c'est une version qu'on a créée. Donc si tu veux, tu peux, voilà, je vais vous mettre, tu peux m'écrire sur LinkedIn, je vais vous mettre mon LinkedIn si vous voulez, comme ça je te montrerai, on a une page qui présente, sinon je vais vous montrer ça directement. Hop, je vous le montre directement, mais si tu as des questions dessus, voilà. Ouais, c'est quelque chose qu'on a créé, c'est un produit qu'on a créé spécifiquement. Voilà, mais après tu peux totalement regarder un petit peu la page que je te montre et t'en inspirer pour trouver ton propre système, etc. L'idée c'est vraiment de trouver aussi un système qui te correspond. Nous on a créé un système pour les community managers, les social media managers, les petites agences. Donc selon ton métier, c'est pas forcément pertinent, mais en tout cas ça peut être inspirant pour toi. Gagner du temps en automatisant. Donc ça, c'est une fois que tout est mis en place, une fois que vous avez un bon système d'organisation, une fois que vous avez des offres qui fonctionnent, une fois que vous avez des clients, ben là, vous pouvez commencer à automatiser et ça peut devenir super pertinent. Pourquoi on n'automatise pas avant? Évidemment, vous pouvez toujours automatiser des choses, mais ça va avoir beaucoup plus d'impact d'automatiser des choses qui fonctionnent que si vous commencez à automatiser dans tous les sens sans forcément savoir ce qui fonctionne. Parce qu'en fait, si vous commencez à automatiser des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne va pas vous apporter plus de résultats et au final, ça ne va pas vous faire gagner du temps. Par exemple, vous donnez un petit peu une idée. Moi, j'ai commencé quand j'ai commencé en freelance et quand je me suis lancée en plein temps en particulier, j'ai commencé à proposer des prestations de rapports sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu que c'est ce qui fonctionnait et c'est ce qui était demandé par mes clients qui étaient plutôt dans le secteur des médias à l'époque. Et en fait, j'ai compris que une fois que j'avais une cible client, j'avais une manière de faire de l'acquisition, j'utilisais LinkedIn et mon réseau à l'époque, je pouvais vraiment commencer à automatiser les choses et en fait, finalement, automatiser la partie acquisition client. Donc, j'ai commencé à envoyer des newsletters, c'était 2 fois par mois à l'époque, et à faire de temps en temps des emailing un peu plus promotionnels où je parlais de mes offres, où je proposais aux personnes de prendre rendez-vous. Donc ça, c'est une manière un petit peu, si vous voulez, automatique de faire de l'acquisition client, puisque c'est des personnes que je rentrais dans ma base email, qui rentraient dans ma base email, et ensuite elles pouvaient prendre rendez-vous directement. C'est pas moi qui allais chercher, ce qu'on appelle de l'inbound marketing. J'ai aussi mis en place ce qu'on appelle des lead magnets, donc des ressources gratuites que les personnes peuvent télécharger. Donc ça, c'est pareil, ça permet vraiment d'automatiser parce que, en fait, après, une fois qu'elles reçoivent votre ressource gratuite, ça leur donne envie, ça peut leur donner envie de travailler avec vous. Ensuite, vous pouvez leur envoyer des emails automatiques qui les invitent à prendre rendez-vous avec vous. Si l'offre est bien pensée, s'ils sont le bon avatar client, ça fonctionne. Je faisais aussi, j'ai automatisé aussi une partie de mon travail puisque il y avait des clients pour lesquels je faisais des rapports réseaux sociaux, donc des reporting de performance complètement sur mesure, mais il y avait des clients aussi ceux qui payaient moins cher ou qui n'avaient pas besoin de quelque chose sur mesure, je faisais des rapports automatiques. Donc avec des outils comme Metricool, comme Data Studio. Enfin voilà, moi j'ai automatisé aussi une partie de mon travail en freelance et ma valeur ajoutée, elle était plutôt dans en fait la manière dont j'avais conçu les reportings, dans les analyses que je pouvais délivrer en parallèle des rapports, etc. Donc moi en plus ça me permettait de passer plus de temps sur des choses plus intéressantes et de facturer plus cher avec en plus un meilleur service. Donc c'était vraiment un super combo. Et toute ma gestion financière, toute la partie facturation était faite sur un outil qui s'appelle Time, qui permet d'éditer les factures, de suivre si les clients ont bien payé, de relancer, etc. Donc moi, j'ai vraiment essayé de commencer assez vite à automatiser certaines choses. Pas tout, mais une partie. Et c'est un vrai levier pour gagner du temps et aussi pour faire les choses de manière plus efficace. Alors, qu'est-ce que vous pensez de HubSpot pour le CRM? Je pense que HubSpot, c'est bien, mais je pense que c'est un poil trop avancé quand on a un business de freelance. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un outil comme HubSpot. Il y a des outils beaucoup plus simples comme Pipedrive ou même tu peux avoir un CRM sur Notion. Enfin, tu vois, tu as des CRM beaucoup moins chers et parfois même gratuits. Quand tu es freelance, tu n'as pas besoin non plus de volume de clients qui nécessitent des outils comme HubSpot. C'est mon avis.
Après, si tu adores HubSpot et que tu as envie de faire ton CRM là-dessus, go, tu vois, mais c'est quand même, c'est quand même assez cher, tu vois, donc je pense que ça vaut le coup à partir du moment où tu as une équipe. Je voulais vous parler un petit peu de Laura, avec qui j'ai travaillé à 2 ans. Et en fait, le travail qu'on a fait avec Laura, parce qu'elle s'était lancée il n'y a pas longtemps en freelance quand on a commencé à travailler ensemble, c'est d'abord de mettre en place en fait, son acquisition client, donc de trouver des clients avec vraiment une base solide, une base marketing solide. Puis, elle a mis en place un système d'organisation et elle a commencé à déléguer. Donc, elle a vraiment fait les choses dans cet ordre-là. Moi, je vous conseille quand même, de toute façon, avant de créer des systèmes pas possibles sur Notion, sur HubSpot, etc., d'avoir un système un peu solide. Voilà. Le CRM Brevo, oui, c'est très très bien. Brevo, c'est super pour le CRM. Ouais, je recommande aussi. Pour la partie mail, en fait, aussi, c'est très bien. Et elle a mis en place aussi des automatisations pour générer des rendez-vous. Moi, j'ai pas mal de clientes aujourd'hui qui font ça pour leur activité freelance, c'est avoir des séquences automatiques d'emails avec aussi de la publicité. Voilà, à partir du moment où ça commence à bien marcher, on peut même faire de la publicité pour ces services, des ads, etc. et des séquences mail. Pour automatiser, il y a quelques outils que je vous recommande. Il y a Make, qui est un outil no-code qui permet de créer des automatisations, qui est accessible à tous. Moi, je suis pas du tout spécialisée de l'automatisation à la base, mais avec des outils no-code comme ça, j'ai réussi à me débrouiller. ConvertKit qui permet de créer des séquences mail automatiques. Donc, c'est pas mal. C'est un outil aussi de mailing qui est gratuit jusqu'à un certain point, etc. Donc, on peut faire pas mal de choses. Moi, j'ai commencé avec la version gratuite. Et Metricool. Metricool, c'est un outil qui permet de gérer des reportings social media, de planifier ou de programmer ses publications. Donc, c'est plutôt pour les professionnels de la communication qui nous écoutent. Mais c'est un super outil qui est vraiment fait pour les freelances au niveau budget et au niveau fonctionnalité. Après, si vous avez besoin de quelque chose de plus, à ce moment-là, pour moi, c'est au client de prendre en charge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez besoin d'analyse plus profonde, de reporting plus précis, soit vous faites quelque chose de totalement sur mesure, et à ce moment-là, vous facturez du temps, ou vous facturez par exemple des outils comme Google Data Studio qui permettent de faire des choses sur mesure, mais c'est l'expertise aussi de pouvoir produire ça. Ou alors, voilà, le client doit prendre en charge un outil plus complet et vous êtes là pour l'aider à le configurer. Voilà, si ça vous intéresse, ça c'est un peu plus technique, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler sur LinkedIn. Et enfin, vous avez Lead Pages qui permet de créer des pages de vente efficaces. Et en fait, quand vous démarrez, vous n'avez pas besoin d'avoir un site complet, une page, ça vous suffit pour présenter vos services. Pour tout ce qui est intelligence artificielle, il y a quelques outils que je trouve très cool. Donc, on a Rapidly, qui est un outil qui permet de créer sa stratégie réseaux sociaux, une ligne éditoriale et un calendrier. Si vous ne maîtrisez pas du tout les réseaux sociaux, ça peut être une bonne idée. Et si, à l'inverse, vous les maîtrisez déjà bien et que vous voulez gagner du temps, ça peut être très très bien aussi. On adore cet outil. Il intègre en fait ChatGPT dedans. Moi, ce que j'aime bien aussi utiliser pour gagner du temps, c'est avoir mes experts ChatGPT. Donc, sur la version payante, vous pouvez en fait discuter avec des experts. Enfin, c'est évidemment des intelligences artificielles, mais discuter avec des experts de plein de domaines différents, et ça peut vraiment vous aider en fait sur plein de sujets. Donc ça, n'hésitez pas. Parce que quand on est freelance, on est tout seul. Donc évidemment, vous pouvez discuter avec vos pairs, mais vous pouvez aussi discuter avec eux. CapCut, souvent les professionnels des réseaux sociaux connaissent, mais c'est un outil qui permet de créer des vidéos. Et en fait, aujourd'hui, on peut même mettre un texte sur CapCut et CapCut va créer une vidéo automatiquement. Donc ça peut être super intéressant si vous avez envie de créer la vidéo mais que vous ne savez pas faire. Et enfin, Canva, l'outil Canva, donc un outil de création de contenu, a développé pas mal de fonctionnalités qui sont super cool pour gagner du temps justement dans les présentations. Notamment si vous êtes consultant. Moi, je sais que quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Je me souviens que j'avais acheté des templates PowerPoint et tout. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses disponibles, et notamment Canva, c'est vraiment le top pour faire des belles présentations. Vous pouvez même changer de format facilement. Vous pouvez faire plein de choses en un clic. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très très cool d'avoir un peu ces templates Canva pour ses clients. Et voilà, surtout si vous avez d'autres idées d'outils, n'hésitez pas. Voilà, pour le coup, moi je vous mets les outils qu'on utilise et que je trouve cool, mais il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à partager. Je vais tout noter aussi. Perplexity et Paul. Ok, trop bien. Un IA, trop bien.
Voilà, moi, je vous mets des outils en fait qui sont très utilisés dans la communication digitale et qui peuvent vous aider notamment sur la partie marketing si c'est pas votre expertise ou alors au contraire si vous voulez vous renforcer là-dessus. Et on est déjà à la fin, donc je vais aller vite un peu là-dessus. Moi, quand j'ai commencé à être full-time en freelance, au niveau de mon business plan, je me suis toujours dit, bah, c'est important que je puisse investir du temps sur autre chose que en fait mes missions clients. Donc toujours garder à l'esprit que en fait quand vous facturez aussi le temps que vous passez à développer votre business. Gardez à l'esprit aussi que vous avez besoin de réinvestir, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin de peut-être faire des shootings photos plus tard d'un site, vous avez besoin de payer vos cotisations, etc. Donc incluez bien ça dans vos tarifs parce qu'en fait souvent on a des tarifs qui sont pas rentables, on s'en rend pas forcément compte. Voilà, ça c'est super super important. Et quand vous dites par exemple j'aimerais bien avoir 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, bah, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 clients par exemple à 2 500, à 4 clients à 1 250. Enfin, essayez vraiment d'avoir un business plan un peu précis. Et même si parfois ça sera pas du cadre, au moins vous saurez en fait combien vous aurez besoin de clients, combien vous aurez besoin de rendez-vous, combien vous aurez besoin de faire de prospection pour que ça marche au bout d'un moment. Vraiment, faites comme si vraiment vous étiez à la tête d'un business, que vous êtes à la tête d'un business, et vous dites, OK, j'ai besoin de signer 2 clients à 2 500 euros par mois chaque mois. Donc, comment je fais pour signer ces clients-là? Est-ce que c'est des clients récurrents? Parce que après, l'idée, c'est d'avoir la récurrence, c'est d'avoir des clients tout le temps. Ou est-ce que c'est des clients que je vais avoir de manière plus ponctuelle? Donc, c'est plus dur parce que ça veut dire 2 nouveaux clients à 2 500 euros par mois. C'est pas facile. Donc ça c'est important aussi de réfléchir à la manière dont vous voulez développer votre business, que si vous êtes un petit peu, si vous voyagez un petit peu au gré des opportunités, c'est pas que ça va marcher, mais ça va vous prendre plus de temps. Voilà, donc y réfléchir et penser vos tarifs, c'est un gain de temps. Et c'est le travail qu'on a fait avec Célio, avec qui j'ai travaillé en avril, et on a un peu rationalisé son activité, restructuré pour que ses offres soient plus premium, donc elles soient vendues plus chères et qu'elle puisse aussi garder du temps pour elle et avoir des choses qui lui correspondent vraiment. Donc voilà pour la petite présentation. Je vais répondre à toutes vos questions. Hop. Et je vous laisse avec aussi ce petit plan d'action pour bien vous organiser qui résume un peu tout ce que je vous ai raconté. Hop.